Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre de George Orwell 1984. Nous avons vu ensemble le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et aujourd'hui nous entamons le chapitre 4. Nous avions vu un peu plus, on en a appris un peu plus sur Winston par rapport à son passé, etc. Et on a également appris davantage sur ce fameux parti. Si vous ne les avez pas entendus, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Et nous, sans plus tarder, on va continuer de suite le chapitre 4. C'est parti. En poussant le profond soupir involontaire qui marque le début de sa journée de travail malgré la proximité du télécran, Winston tire le parler-écrire vers lui, souffle sur le micro poussiéreux et chausse ses lunettes. Il déroule et agrafe ensemble 4 petits cylindres de papier qui sont déjà tombés du tube des pneumatiques aboutissant à sa droite. Les parois de la cabine comportent 3 orifices. À droite du parler-écrire, un tuyau étroit réservé aux messages écrits. À gauche, un plus large pour les journaux. Et dans le mur latéral, à portée de main, une fente protégée par un rabat grillagé. Elle est destinée au papier acheté. Il en existe des milliers, des dizaines de milliers, parfaitement semblables dans tout l'édifice, non pas seulement dans chaque salle, mais à intervalles rapprochés dans chaque couloir. On les appelle, ce qui veut tout dire, les trous de mémoire. Lorsqu'on est sûr qu'un document est à jeter, ou bien lorsqu'on voit un bout de papier traîner, on soulève automatiquement le rabat du trou de mémoire le plus proche pour le glisser dans la fente, et il est aussitôt aspiré par un courant d'air chaud vers les énormes chaudières tapies quelque part dans les profondeurs de l'édifice. Winston examine les 4 feuilles de papier qu'il a déroulées. Chacune contient un message d'une ou 2 lignes seulement, dans un jargon abrégé à usage interne qui, sans être du néo-parler, comporte essentiellement des termes de néo-parler. Ces messages disent Time, 17 mars 84, discours bébé Afrique mal rapporté rectifié. Time, 19 décembre 83, prévision 3, 4e trimestre, 83 coquilles, vérifié numéro actuel. Times, 14 février 84, mini-plein mal cité sur chocolat rectifié. Times, 3 décembre 83, compte-rendu ordre de jour, bébé double plus un bon, ref à non-personne, réécrire intégral et réfiarar avant archive. Avec une pointe de satisfaction, Winston met de côté le numéro 4, qui nécessitera un travail complexe et responsable. Il préfère le garder pour la fin. Les autres, c'est de la routine, même si le deuxième risque de l'obliger à patauger laborieusement dans les listes des chiffres. Il compose l'indicatif des numéros précédents sur le télécran et demande les exemplaires du Times correspondant à sa tâche, lesquels sortent du tube pneumatique au bout de quelques minutes à peine. Les messages qu'il a reçus renvoient à des articles ou des informations qu'on estime, pour des raisons diverses et variées, devoir modifier ou, selon le terme officiel, rectifier. Ainsi, à en croire le Times du 17 mars, Big Brothers avait prédit dans son discours de la veille qu'il ne se passerait rien sur le front de l'Inde du Sud, mais que l'Eurasie déclencherait bientôt une nouvelle offensive en Afrique du Nord. En l'occurrence, le haut commandement de l'Eurasie a déclenché son offensive en Inde du Sud sans inquiéter l'Afrique du Nord. Il est donc impératif de reprendre le paragraphe du discours pour lui faire prédire ce qui s'est effectivement produit. De même, le Times du 19 décembre a publié les prévisions officielles de production de divers biens de consommation au 4e trimestre de 1983, qui se trouvait aussi être le 6e trimestre du 9e plan triennal. Le numéro du jour contient les chiffres de la production effective qui laissent apparaître une erreur grossière dans les estimations. Winston a pour tâche de rectifier celles-ci pour les faire correspondre aux derniers chiffres. Quant au 3e message, il relève une simple erreur récupérable en 2 minutes. Il n'y a pas si longtemps, en février, le ministère de l'Abondance a fait la promesse, pris l'engagement catégorique selon la formule consacrée, qu'il n'y aurait pas de réduction des rations de chocolat en 1984. Or, justement, Winston ne l'a pas oublié. Elles passeront de 30 à 20 grammes à la fin de la semaine. Il suffit de substituer à la promesse originale la prévision qu'il sera sans doute nécessaire de réduire les rations au mois d'avril.
Dès que Winston a traité une demande, il aggrave ses corrections au numéro du Times en cause et introduit le tout dans le tube pneumatique. Puis, geste devenu quasi machinal, il froisse le message original et les notes qu'il a pu prendre et les fourre dans le trou de mémoire où ils seront dévorés par les flammes. Sans qu'il connaisse le détail de ce qui se passe dans le labyrinthe invisible où aboutissent les tubes, il a une idée du processus général. Aussitôt que les corrections nécessaires à un numéro donné sont rassemblées et collationnées, le numéro est réimprimé et l'original détruit. La nouvelle version prend alors place dans des dossiers. Ce processus de modification permanente s'applique aux journaux, mais aussi aux livres, aux périodiques, aux brochures, aux affiches, aux prospectus, aux films, aux enregistrements sonores, aux dessins animés et aux photos, à toutes sortes de littérature ou de documents susceptibles de détenir une quelconque incidence idéologique. Le passé est ainsi réactualisé de jour en jour pour ne pas dire de minute en minute. De cette façon, il devient possible de prouver, document à l'appui, que toute prédiction émise par le parti s'est vérifiée. Et à contrario, on ne conserve jamais de traces d'informations ou d'opinions qui desserviraient les besoins du moment. L'histoire n'est plus qu'un palimpseste, soigneusement effacé et réécrit aussi souvent que nécessaire. Une fois la rectification effectuée, il devient impossible de prouver qu'il y a eu falsification. La section la plus importante du personnel du service des archives, où ils sont bien plus nombreux que celle où travaille Winston, se compose d'employés ayant pour seule tâche de retrouver et rassembler tous les exemplaires des livres, journaux et autres documents qui, devenus caducs, vont être détruits. Un numéro du Times qui, à la suite de changements d'alignement politique ou d'erreurs prévisionnelles de Big Brother, a peut-être été réécrit une douzaine de fois, se trouve toujours dans les dossiers avec sa date originale et il ne subsiste aucun exemplaire susceptible de le contredire. Les livres aussi sont récupérés et réécrits à maintes reprises et invariablement republiés sans qu'on fasse état nulle part des modifications. Les instructions écrites elles-mêmes, que Winston jette sitôt après les avoir exécutées, ne disent ni impliquent jamais qu'il s'agisse de commettre un faux. Il y est seulement question d'erreurs, de coquilles, de citations déformées qu'il faut rétablir au nom de l'exactitude. D'ailleurs, songe-t-il en rectifiant les chiffres du ministère de l'Abondance, il ne s'agit pas de faire un faux, mais de substituer une absurdité à une autre. Les données que l'on traite n'ont le plus souvent aucun rapport avec le monde réel, pas même le rapport que le mensonge suppose. Les statistiques relèvent de la plus haute fantaisie dans leur version originale, comme dans leur version revue et corrigée. La plupart du temps, les responsables sont censés les tirer de leur imagination. Par exemple, le ministère de l'Abondance avait estimé la production de chaussures à 145 millions de paires pour le trimestre. La production effective s'élève à 62 millions, mais en réécrivant le chiffre, Winston l'a réduit à 57 millions dans le seul but d'étayer la déclaration habituelle que les quotas ont été dépassés. De toute façon, 57 millions n'est pas plus près de la vérité que 62, voire 145, car en réalité il est probable qu'on n'a pas produit de chaussures du tout, et plus vraisemblable encore que personne n'en sait rien, et que tout le monde s'en fiche éperdument. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque trimestre, un nombre astronomique de chaussures sont produites sur le papier, pendant que la moitié des Océaniens marchent sans doute pieds nus. Il en va ainsi de tout fait consigné, majeur ou mineur. Tout se fond dans un théâtre d'ombre, où l'on ne sait même plus au juste en quelle année on se trouve. Il jette un coup d'œil de l'autre côté du hall. Dans la cabine opposée à la sienne, un petit bonhomme méthodique avec une ombre de barbe noire au menton, un nommé Tillotson, travaille d'arrache-pied, un journal plié sur les genoux et la bouche collée au micro comme pour ne rien laisser filtrer au-delà du télécran. Il lève les yeux et ses lunettes lancent un éclair hostile dans la direction de Winston. Celui-ci le connaît à peine et n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait à son poste. Les employés du service des archives ne parlent pas volontiers de leur travail. D'un bout à l'autre du long couloir sans fenêtre, avec ses 2 rangées de cabines parmi le froissement permanent des paperasses et le brouhaha des voix qui chuchotent dans les micros, il y a des gens que Winston ne connaît même pas de nom, alors qu'il les voit aller et venir d'un pas pressé jour après jour et gesticuler pendant les 2 minutes de haine. Il sait que, dans la cabine voisine, la petite bonne femme rousse s'acharne quotidiennement à retrouver et effacer dans la presse le nom des personnes vaporisées et conséquemment considérées comme n'ayant jamais existé. Il y a après tout une certaine logique à cet emploi si l'on songe que son propre mari a été vaporisé 2 ans plus tôt.
Quelques cabines plus loin, un personnage placide, inefficace et rêveur nommé Ampleforte, qui a des poils dans les oreilles et un talent étonnant pour jongler avec les rimes et la métrique, est occupé à produire des versions expurgées, établir le texte définitif selon la formule de poèmes devenus idéologiquement choquants, mais qui doivent pour des raisons diverses rester dans les anthologies. Et ce hall, avec sa 50aine d'employés, n'est qu'une sous-division, une cellule parmi d'autres, dans la ruche complexe du service des archives. Plus loin, au-dessous, d'autres essaims employés s'affairent à une multiplicité incroyable de tâches. Il y a les énormes imprimeries, avec leurs préparateurs, leurs experts typographes et leurs studios en matériel sophistiqué pour retoucher les photos. Il y a la division des téléprogrammes avec ses ingénieurs, ses producteurs et ses équipes d'acteurs choisis tout spécialement pour leur talent d'imitateurs. Il y a une armée de commis aux références dont le rôle consiste simplement à dresser des listes de journaux et de périodiques à récupérer. Il y a de vastes hangars pour entreposer les documents corrigés et des chaudières cachées où l'on détruit les originaux. Et quelque part, dans l'anonymat le plus total, il y a les cerveaux directeurs qui orchestrent le tout et définissent les grandes lignes de la politique exigeant que tel fragment du passé soit conservé, tel autre falsifié, tel autre enfin purement et simplement effacé. Encore, le service des archives n'est-il qu'une branche du ministère de la Vérité qui n'a pour vocation première de reconstruire le passé, mais de pourvoir les citoyens d'Océanie en journaux, films, manuels, programmes de télécran, pièces, romans, bref, en information, instruction et divertissement de toutes sortes, de la statue au slogan, du poème lyrique au traité de biologie, en passant par l'abécédaire pour enfants et le dictionnaire de néo-parler. Et le ministère ne doit pas seulement répondre aux demandes diverses et variées du parti, il doit répéter l'opération au niveau inférieur pour le prolétariat. Il existe un ensemble de différents services qui traitent la littérature, la musique, le théâtre et les distractions au sens le plus général destiné au prolétariat. C'est là qu'on produit la presse torchon, qui ne contient guère que des pages sportives, des faits divers et des horoscopes. Là qu'on produit les romans de gare, les films dégoulinants de sexe et les rengaines sentimentales entièrement composées sur une sorte de kaléidoscope communément appelé versificateur. Il y a même une unité dédiée à la pornographie de bas étage, la Pornunit, qui envoie sous pli discret ses productions qu'aucun membre du parti, sinon ses concepteurs, n'a le droit de voir. 3 messages viennent de sortir du tube pneumatique pendant que Winston travaillait, mais ils contiennent des questions simples qu'il a déjà réglées lorsque les 2 minutes de haine l'interrompent. Il retourne ensuite à sa cabine, prend le dictionnaire de néo-parler sur son étagère, pousse le parler-écrire de côté, nettoie ses lunettes et s'attelle à la tâche majeure de la matinée. Le grand plaisir de sa vie, c'est son travail. La plupart du temps, c'est une routine fastidieuse, mais parfois il doit traiter des dossiers si difficiles, si embrouillés, qu'il peut s'y perdre comme dans un problème mathématique. Rédiger des faux subtils avec pour seul guide sa connaissance des principes du sociant et sa perception de ce que le parti veut lui faire dire. Or, il est bon dans ce domaine, et il est même arrivé qu'on lui confie la rectification d'articles de fond dans le Times écrit entièrement en néo-parler. Il déroule le message mis de côté un peu plus tôt et lit « Times, 3 décembre 83, compte rendu ordre jour, bébé double plus pain bon ref à non personne, réécrire intégral et réfier rare avant archive. » En obso-parler, c'est-à-dire en bon anglais, les instructions donnent à peu près ceci. Le compte-rendu du billet du jour de Big Brother dans le Times du 3 décembre 1983 est très insatisfaisant, car il fait référence à des personnes non existantes. Réécrire intégralement et soumettre le projet à une autorité supérieure avant archivage. Winston lit donc l'article fautif. Le billet de Big Brother était consacré à l'éloge d'une organisation connue sous le sigle FFCC, qui expédiait des cigarettes et autres gâteries propres à soutenir le moral des matelots sur les forteresses flottantes. Un certain camarade Withers, membre en vue du parti intérieur, avait fait l'objet d'une mention spéciale et a été décoré de l'Ordre du Mérite Insigne 2e classe. 3 mois plus tard, le FFCC était dissous subitement et sans explication. Il y a donc lieu de supposer que Withers et ses associés sont tombés en disgrâce sans que la presse ni le télécran n'aient fait état de l'affaire. Ce qui était d'ailleurs prévisible car il est rare que les délinquants politiques soient jugés ou même publiquement dénoncés.
Les grandes purges concernant des milliers de gens avec procès public, des traîtres et des manteaux criminels qui se livrent à des confessions abjectes de leurs crimes avant d'être exécutés constituent des spectacles spéciaux qui n'ont lieu qu'une fois tous les 2 ans à peu près. En général, ceux qui ont eu le tort de susciter le déplaisir du parti disparaissent corps et bien, après quoi on n'entend plus jamais parler d'eux. On n'a pas le moindre indice sur leur sort, il se peut même qu'ils ne soient pas morts. Winston connaît une trentaine de personnes, outre ses parents, qui ont ainsi disparu tôt ou tard. Il se caresse le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face, T. Lawson est toujours recroquevillé sur son parle-écrire avec des mines de conspirateurs. Il lève la tête un instant. Nouvel éclair hostile. Winston se demande s'il est en train de traiter le même dossier que lui car la chose est tout à fait possible. Un problème aussi épineux n'est jamais confié à une seule personne mais à l'inverse. Réunir un comité serait l'aveu qu'on falsifie le document. Il est fort probable qu'une douzaine d'employés soient en train d'élaborer des versions concurrentes de ce qu'a dit Big Brother, versions qui seront immédiatement revues et corrigées par un cerveau directeur du parti intérieur, lequel mettra en route le processus de vérification et de contre-vérification requise, à l'issue duquel le mensonge enfin sélectionné passera dans les archives et deviendra vérité. Winston ignore pourquoi Withers a été disgracié, peut-être pour corruption, peut-être pour incompétence. À moins que Big Brother ne se soit débarrassé d'un subordonné trop populaire. Ce Withers, ou quelqu'un de son entourage, a peut-être été soupçonné de tendances hérétiques. Peut-être enfin, et c'est l'hypothèse la plus probable, cette disgrâce s'est-elle produite parce que les purges et les vaporisations font partie intégrante des mécanismes du gouvernement. Le seul indice réside dans la formule « ref à non personne », car elle signifie que Withers est déjà mort. La chose ne va pas de soi. En effet, lorsque les gens sont arrêtés, ils sont parfois remis en liberté 1 an ou 2 avant d'être exécutés. Il peut même arriver que quelqu'un qu'on croyait mort depuis longtemps fasse une apparition spectrale à un procès public pour mettre en cause une centaine de ses concitoyens avant de se volatiliser, cette fois définitivement. Mais Withers est déjà une non-personne. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Dans le cas présent, il ne suffit donc pas d'infléchir les propos de Big Brother. Mieux vaut lui faire tenir un discours sans rapport avec le sujet original. Il pourrait lui faire prononcer une classique dénonciation des traîtres et des manteaux criminels, mais ce serait un peu gros. D'un autre côté, inventer une victoire sur le front ou une nouvelle surproduction fracassante dans le 9e plan triennal risque de compliquer les comptes rendus. Ce qu'il faut ici, c'est une œuvre de pure imagination. L'icône jaillit dans son esprit, comme toute prête. Un certain camarade, Ogilvy, récemment mort au combat dans des circonstances héroïques. À l'occasion, Big Brother consacre en effet son billet à un humble sous-fifre du parti dont il cite en exemple la vie et la mort. Ce jour-là, il rendra donc hommage au camarade Ogilvy. Certes, le camarade en question n'existe pas, mais il suffira de quelques lignes et d'un photomontage pour lui donner vie sans plus tarder. Il réfléchit un instant, puis tire le parle-écrire vers lui, et se met à dicter dans le style familier de Big Brother, à la fois martial et empoulé, dont il imite sans peine les questions rhétoriques immédiatement suivies de leurs réponses. Quelle leçon tirer de ces faits, camarades ? La leçon qui est aussi un des principes fondamentaux du Sosyang, etc. À l'âge de 3 ans, le camarade Ogilvy refusait tous les jouets sauf un tambour, une mitraillette et un petit hélicoptère. À 6 ans, il est entré avec 1 an d'avance et par dérogation spéciale chez les espions. À 9 ans, il était chef de troupe. À 11 ans, il a dénoncé son oncle à la Mantopolis après avoir surpris une conversation à résonance délictueuse. À 17 ans, il était organisateur de district dans les jeunesses anti-sexe. À 19 ans, il a inventé une grenade aussitôt adoptée par l'état-major et qui a fait 31 morts en une seule déflagration chez les prisonniers eurasiens. À 23 ans, il est mort en opération. Poursuivi par des appareils ennemis alors qu'il survolait l'océan Indien avec des dépêches importantes, il s'est extrait de son hélicoptère lesté de sa mitraillette et il a sauté en eau profonde avec les dépêches. Fin qu'on ne saurait considérer sans envie, conclut Big Brother, qui ajoute quelques remarques sur la pureté et la rectitude de sa vie. Le camarade a en effet vécu dans l'abstinence, non-fumeur, ne connaissant d'autres distractions que son heure de sport quotidienne au gymnase. Il a fait vœu de chasteté, estimant le mariage et le souci d'une famille incompatible avec un dévouement de tous les instants au devoir. Il n'avait d'autre sujet de conversation que les principes du Sosyang, ni d'autre but dans l'existence que de défaire l'ennemi eurasien et de traquer les espions.
les manteaux criminels et les traîtres en tout genre. Winston se demande s'il faut le décorer du mérite insigne, mais il finit par décider que non, car ce détail entraînerait trop de vérification en aval. Une fois de plus, il jette un coup d'œil à son rival dans la cabine face à la sienne. Quelque chose lui dit que ce Tillotson est en train de traiter le même problème que lui. Pas moyen de savoir quelle proposition sera retenue, mais il est profondément convaincu que ce sera la sienne, car le camarade Ogilvy, pas encore sorti de son imagination une heure plus tôt, a désormais pris corps. Chose curieuse, on sait créer des morts, mais pas des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'aura jamais existé au présent, existe désormais dans le passé, et, une fois oubliée la falsification, son existence aura la même authenticité et s'imposera avec la même évidence que celle de Charlemagne ou de Jules César. C'est la fin de ce chapitre. Je m'arrête là, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis complètement en retard pour enregistrer. Du coup, j'espère que la prochaine durera un peu plus longtemps. Une petite demi-heure, ça serait bien au moins. Dites-moi ce que vous en pensez sur le format, on n'en avait jamais dit. Une demi-heure, c'est bien. Une heure, qu'est-ce qui vous plairait comme durée de vidéo? En tout cas, voilà, on en a appris un peu plus sur le travail de Winston, qui est pour lui une routine, et pour nous, qui est plutôt très intrigante et très peu banale. Ouais, vous avez compris qu'on fait vivre des gens, qu'on fait mourir des gens sur simple papier, et tout le monde y croit. Bref, je me demande s'il n'y a pas des choses comme ça qui doivent exister dans notre génération actuelle. Hein. Je pense qu'on ne nous dit pas tout, mais ça c'est un autre débat, on ne doit pas rentrer là-dedans. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite, à bientôt.